dont on ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants, qu'on leur laisse vraiment la parole pour qu'ils puissent vous guider là-dedans. Et puis, l'idée, c'est qu'ils puissent être demain aussi à votre disposition si vous avez des projets ou des envies de contenu. Voilà. Je vous laisse la parole, Cyril et Léna, pour vous présenter, puis du coup, Ouais, après, on engagera le truc. petite présentation alors de mon côté. Vous m'avez déjà vu lors des 2 derniers webinaires. Alors moi, je suis Cyril, j'ai rejoint Easy Group, alors ça fait 1 an et presque 1 an et demi, en tant que chef de projet web spécialisé en référencement naturel. Alors de mon côté, j'ai un background d'à peu près 10 ans d'expérience dans le web, donc que ça soit création de sites, référencement naturel, donc tout ce qui va être référencement technique, on-site, off-site. On commence doucement à regarder tout ce qui va être référencement payant, voilà aussi, parce que c'est quelque chose, c'est un besoin qu'on a aussi actuellement, c'est complémentaire au SEO, et c'est quelque chose qu'on pourra aussi vous proposer par la suite. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, c'est pas dur ton métier, en fait, finalement, ça se résume, Oui, bah là ça se résume hyper facilement, en fait. oui, j'ai Ouais. abordé le truc. Alors, Léna, qui est notre petite nouvelle dans le Ouais. groupe, qui a intégré il n'y a pas longtemps. Bonjour tout le monde. Moi, ça fait tout juste 1 mois que j'ai intégré Easy Group. Avant ça, pour vous expliquer, ça fait 4 ans que je travaille en création de contenu et communication. Création de contenu, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout ce qui concerne la rédaction de contenu, de posts pour les réseaux sociaux, d'articles, de blogs, de communiqués de presse, de vidéos, tout ce qui permet à l'entreprise de communiquer et de générer des leads, de se faire connaître, de travailler sa marque employeur. Donc c'est vraiment tout type de contenu, que ce soit du contenu écrit, mais aussi vidéo. Voilà. Donc, on voit bien que ces deux fonctions qui se complètent bien. Et nous, on a souhaité vraiment professionnaliser ces postes chez Easy Group parce que soit on le fait de manière très professionnelle, soit on ne le fait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est attaché les services de Cyril et de Léna parce que c'est vraiment aujourd'hui, et dans notre métier de la 3D, on voit bien pour tous ceux qui font du B2C, hein, donc qui font des prestations chez les particuliers, on voit bien qu'aujourd'hui, la grande majorité des Français, et c'est vrai aussi dans plein d'autres pays, la grande majorité des Français, quand ils cherchent une information ou quand ils cherchent une entreprise, ils vont sur le net. Et donc, on voit bien que il faut y être, mais il ne faut pas y être n'importe comment, il faut y être de manière qualitative, il faut y être de manière professionnelle. Et du coup, c'est vraiment nous voilà, c'est vraiment le projet qu'on poursuit dans le groupe pour professionnaliser notre image. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre ces services-là à votre disposition pour vous embarquer un petit peu dans cette aventure de professionnalisation et de belles apparitions sur les réseaux. On voit bien que ça peut être catastrophique. Hein. On voit bien, vous le voyez sur les Facebook et compagnie, des gens qui font n'importe quoi sur les toits, des gens qui étalent des tableaux de rats. Bon, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire il y a 30 ans qu'on ne fera plus aujourd'hui. Il faut vivre avec son temps. C'est comme ça. Et on peut voir ça comme une contrainte, mais il faut aussi voir ça comme une opportunité. Aujourd'hui, il y a une vraie bataille qui se joue sur Internet de référencement. Alors effectivement, l'accès tout simple à ça, c'est de dire je vais acheter des mots-clés puis je vais faire du Google Ads. C'est pas si simple que ça. En tout cas, d'après ce que Cyril m'explique, j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, moi, il y a plein de trucs que je comprends pas, donc ça m'a l'air quand même assez complexe. Mais c'est un job, et on peut pas aujourd'hui se dire que parce qu'on est bon techniquement dans notre métier, on va être forcément bien visible sur les réseaux. Non, c'est 2 métiers différents et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut absolument soigner cette visibilité sur les réseaux. Bon, moi, je vais me cantonner à faire une petite introduction. J'aime bien. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du web ou du contenu. Simplement rappeler le contexte. Si vous avez plein de copains qui sont partis en vacances cet été, il y en a au moins 9 sur 10 qui vont vous dire que quand ils ont vu leur rosée sur la terrasse, ils se sont fait piquer par des moustiques. C'est le contexte. Le contexte, ça fait longtemps qu'on en parle maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'on parle de ce réchauffement climatique, de la mondialisation des échanges. Et donc, en fait, les bestioles sur lesquelles on bosse, c'est des espèces qui sont mondialisées, qui sont introduites accidentellement dans un certain nombre de pays, que c'est le cas du frelon asiatique, c'est le cas du moustique tigre. Et donc, aujourd'hui, on doit y faire face. Et on a une conjonction de plein de facteurs
pression réglementaire sur les produits classiques, des clients qui sont de plus en plus exigeants, des nouvelles espèces invasives qui apparaissent, et puis globalement, ce réchauffement climatique, on peut être climato-sceptique, on peut être tout ce qu'on veut, n'empêche qu'aujourd'hui, on voit bien que l'environnement, avec des hivers de moins en moins froids, est très favorable à la dispersion et au développement de ces populations qui peuvent être exponentielles. Et donc, en fait, le contexte, il est ce qu'il est, mais globalement, il est très favorable à notre activité, ça c'est sûr. Mais il est aussi de plus en plus favorable aux espèces envahissantes. On regarde les blattes, on regarde les rongeurs, on regarde les moustiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce contexte sur les espèces envahissantes, il est très favorable à notre métier. On a un métier qui fait une croissance de 10 à 15% par an. La demande, que ce soit des particuliers ou des entreprises, augmente de 15% par an en moyenne. Donc ça veut bien dire qu'on est sur un marché dynamique. Mais on voit bien que ce marché, de plus en plus, il est très tiré par le digital. Et donc, ça veut dire que si on veut être présent, je vous rappelle simplement qu'on est 1600, 1800 entreprises en France. Il y a quelques 20-30 gros intervenants en France. Le reste des entreprises, c'est des petites entreprises, 5-10 salariés maximum. Donc, ça veut dire qu'on a un métier en partie d'artisan qui nécessite aussi qu'on soit présent digitalement parlant. Donc, ça veut dire que c'est un autre métier et il faut le faire de manière professionnelle ou ne pas le faire. Et c'est vrai que quand on fait une communication un peu trop artisanale, ça peut avoir un fort impact sur votre image, ça peut appeler au dénigrement de vos confrères, ça peut avoir un impact sur votre marque employeur, et puis on part du principe que tout ce qui se passe sur le web laisse une trace sur le web. Donc c'est pour ça que nous, on a fait ce choix de professionnaliser ces postes-là, et on a également fait le choix avec Léna et Cyril, ils vous en parleront en fin de webinaire, de mettre cette expertise à votre disposition si demain vous faites le choix de vouloir soigner vos apparitions digitales. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas une grande découverte, mais l'activité pest control et le digital, c'est en train de se connecter de plus en plus. On voit bien qu'il y a des pièges, il y a de la connectique qui fait qu'on n'a plus forcément besoin de se déplacer pour avoir de l'information qui est collectée sur le terrain, parce que la société, globalement, elle est de plus en plus connectée. Et donc, les outils digitaux et les réseaux sociaux deviennent une vitrine, mais peuvent également devenir un tribunal. Donc ça résume bien, à condition de bien s'y prendre. Et donc à faire, effectivement, c'est site web responsive et bien référencé, ça c'est sûr. Et ça, c'est plutôt un métier que Cyril sait très bien faire. Et puis, une présence digitale bien construite, avec du contenu bien construit, du contenu réfléchi, mais du contenu également qui va être bien référencé dans les algorithmes des différents sites de recherche. Je vous laisse la main ensuite. Oui. Alors, du coup, oui, donc pourquoi être visible sur le web? Alors, Romain, on a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure. Alors aujourd'hui, pour n'importe qui, quelle que soit l'activité, le secteur, qu'on soit une grosse entreprise, une petite entreprise, c'est vraiment une nécessité. Alors pourquoi? Donc plusieurs avantages à ça en fait, notamment montrer votre travail, donc à tous les internautes, montrer votre professionnalisme. Le fait d'avoir une visibilité sur le net, c'est aussi intéressant dans le sens où vous pouvez avoir une visibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est aussi le moyen donc d'attirer de nouveaux clients. C'est globalement quand même moins cher que d'autres canaux traditionnels qu'on pouvait avoir par le passé, type télé, affichage publicitaire, ce genre de choses. Aujourd'hui, ouais, et puis même le démarchage commercial physique, quoi. Ouais, aussi, tout à fait. Donc oui, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui, et d'autant plus, il faut bien être présent sur Google. Alors pourquoi Google? Parce que comme chacun le sait, enfin tout le monde, la majorité de votre entourage doit utiliser un moteur de recherche type Google. Voilà. Aujourd'hui, il représente 90% des parts de marché, même s'il y en a de plus en plus de nouveaux acteurs qui rentrent un peu dans le milieu, mais ils font que copier, et vraiment le monopole actuellement c'est Google. Donc être présent sur le web c'est bien, mais être présent sur Google c'est mieux. Quelques petits chiffres du comportement d'achat des Français. Donc avant un achat, il y a 83% des Français qui se renseignent. Donc ils se renseignent où?
notamment 66% le font en ligne. Donc, je pense que vous et moi, dès qu'on va chercher une information actuellement, le premier réflexe qu'on a, c'est c'est de sortir son smartphone et puis de taper le nom de la société ou d'avoir des avis. L'autre point important aussi, très important, c'est la consultation des avis. Aujourd'hui, 58% des Français, ils consultent un avis avant d'acheter. Donc vraiment très important. Donc avoir un site internet, et là on peut aussi parler donc de la fiche Google Business Profile. Vous savez, le petit encart sur les résultats de recherche sur la droite, avec la présentation de la société, avec généralement là où il y a des avis, quoi. Et 91% ont confiance aux avis des autres consommateurs. Voilà. Donc c'est vraiment des chiffres plutôt récents qui viennent de la FEVAD et qui montrent l'importance vraiment d'avoir une présence en ligne et puis d'avoir de bons avis actuellement. Ouais, parce que même les gens qui veulent vous confier une prestation, un Nigep ou autre, ils vont aller sur Google, ils vont regarder les avis de votre société. Donc c'est vraiment les avis Google. Alors même effectivement, s'il y a des avis qui sont vérifiés, non vérifiés, alors ça je rentre pas dans le débat, mais c'est super super important d'avoir des avis parce que c'est aussi le reflet de votre professionnalisme. Alors le problème des avis, c'est que vous pouvez en avoir des négatifs, quoi, et vous pouvez pas les retirer. Mais ça va vous coller au basket. Et ça c'est le jeu. Donc ça les avis, c'est hyper important. Tout à fait. Alors une fois qu'on a notre site en ligne, alors si on le laisse tel quel, bien sûr il va mourir, il va tomber un peu dans les méandres du web. Il y a plusieurs moyens possibles, en fait on appelle ça des leviers marketing, en fait pour le booster. Donc on a parlé tout à l'heure, il y a tout ce qui est référencement naturel, donc un peu ma spécialité, le référencement payant. Donc payer des mots-clés aux enchères pour apparaître devant vos concurrents. Il y a toute donc la partie réseaux sociaux que Léna vous expliquera un petit peu plus tard. Donc actuellement, voilà, chaque réseau social a sa propre audience, sa propre typologie de personnes qui vont dessus, donc il peut être plus ou moins intéressant suivant votre activité. Il faut savoir aussi que chaque réseau social maintenant a sa propre régie publicitaire. Donc le système d'enchères de Google n'est vraiment appliqué aux réseaux sociaux. Voilà, on a actuellement du LinkedIn Ads, on a du TikTok Ads, on a vraiment chacun qui se met à peu près à faire sa régie. On a aussi du content marketing, de l'email marketing. Voilà. Donc une fois qu'on a son site en ligne, voilà, et après il faut le faire vivre. Je vais peut-être laisser Léna justement vous parler un peu plus en détail donc de sa partie donc des réseaux sociaux. Alors, Cyril, il a parlé de tout ce qui est avoir un site internet Google. Moi, je vais vous parler de l'importance des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on a tous des réseaux sociaux pour un peu pour notre divertissement à titre personnel, mais d'un point de vue professionnel, c'est très important et presque primordial aujourd'hui d'être présent, d'avoir un compte professionnel sur les réseaux sociaux. Première slide, je vais vous faire un petit tour d'horizon des réseaux sociaux parce qu'il y en a énormément, mais peut-être que ça peut être difficile de se dire pourquoi Facebook et pas TikTok, pourquoi Twitter. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête et ce qu'il faut retenir à travers cette slide, c'est que chaque réseau a une cible et un objectif spécifique. On ne va pas avoir les mêmes personnes sur Facebook que sur Instagram, que sur TikTok ou LinkedIn. Je vais vous parler un peu de tous les réseaux sociaux, mais Facebook, par exemple, malgré tout ce qu'on peut dire actuellement, ça reste le leader. Je vais vous dire quelques chiffres, mais c'est la 3e application la plus téléchargée dans le monde en 2023. Et en 2024, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc Facebook, même si certes, les jeunes sont moins présents. Je crois que c'est seulement 2,6% des 12 à 17 ans en 2023 qui sont actifs sur Facebook, mais 49% des visiteurs quotidiens ont entre 25 et 49 ans. Et on voit que les personnes un peu plus âgées, eux, sont très actifs sur Facebook, sont présents, vont publier du contenu, s'informer sur Facebook, intégrer des groupes. Donc, Facebook, ça reste le réseau leader dans ce secteur. Le deuxième réseau le plus utilisé en France, c'est Instagram. J'ai mis le M-commerce. C'est tout ce qui concerne les achats mobiles.
Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais sur Instagram maintenant, il est de plus en plus facile d'acheter directement en ligne. Et donc, si par exemple, toutes les sociétés spécialisées dans le prêt-à-porter, eux, ils ont tout intérêt à créer un compte Instagram. Quelques chiffres également. Instagram, c'est presque la moitié des utilisateurs français ont entre 25 et 34 ans. Donc, on voit que c'est une cible assez jeune, mais on n'a pas non plus affaire à des adolescents. Le profil, c'est plutôt des jeunes actifs, des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. C'est également un réseau qui est légèrement plus utilisé par les femmes. Et à titre d'exemple, Pinterest, que je vous ai mis juste ici, ce réseau, il est majoritairement utilisé que par les femmes. Donc, il y a également des petites spécificités en termes d'utilisateurs. Si vous êtes dans un secteur plutôt d'hommes, vous savez que Pinterest, par exemple, c'est pas du tout un réseau pertinent pour vous. TikTok, c'est la 3e application la plus utilisée en France actuellement. 63% des utilisateurs ont moins de 24 ans, donc c'est un public très jeune. Et on se rend compte que plus les années passent et moins on va sur TikTok parce que ça demande énormément de temps. Snapchat, pareil, ça reste l'un des réseaux les plus utilisés, c'est le 4e, mais c'est un réseau beaucoup plus utilisé à titre personnel pour les personnes qui ont l'âge moyen de Snapchat et de 29 ans. Par contre, lorsqu'on a une société, LinkedIn, c'est vraiment le réseau privilégié. Je crois que c'est 89% des entreprises B2B qui ont déclaré utiliser LinkedIn dans leur business. Donc, si vous venez d'ouvrir votre société, LinkedIn, c'est presque comme Cyril parlait du site internet et d'être présent sur Google. LinkedIn, c'est pareil, c'est essentiel et c'est presque primordial dans votre stratégie sur les réseaux sociaux. 53% des utilisateurs ont sur LinkedIn entre 25 et 34 ans. Et l'une des particularités aussi est que les utilisateurs ont souvent un niveau d'études assez supérieur. On note que, par exemple, 43% ont un master sur LinkedIn. Les personnes vont utiliser LinkedIn pour trouver un nouveau travail, pour élargir leur réseau, pour se faire connaître, pour faire leur veille technologique dessus. Donc, c'est vraiment le réseau B2B préféré. Après, tout ce qui concerne Twitter, la seule statistique que je vous ai donnée qui, je trouve, est pertinente est que Twitter, c'est le seul réseau où toutes les tranches d'âge sont proportionnellement représentées. C'est-à-dire qu'on a autant de personnes qui ont 14 ans que de personnes qui ont 55 ans. Pour être plus précis, 22% des personnes ont entre 18 et 24 ans, 25% entre 25 et 35 ans, 24% entre 35 et 44 ans, et il y a jusqu'à 25% qui ont entre 45 ans et 65 ans. Donc Twitter, c'est le réseau où tout le monde est à peu près présent de façon à peu près homogène. J'ai mis en pointillé YouTube et Twitch, car il y a un certain débat pour savoir si on considère YouTube et Twitch comme des réseaux sociaux ou plutôt des plateformes de connaissances, de divertissement. Personnellement, je ne les considère pas forcément comme des réseaux sociaux. Sinon, Facebook, c'est vraiment l'application, je crois que c'est la 2e application la plus téléchargée dans le monde. Donc, si vous la considérez comme un réseau social, elle bat tout le monde, Facebook, Instagram. Ensuite, maintenant qu'on a fait un petit tour de tous les réseaux sociaux, il faut savoir quel est l'intérêt pour vous d'être présent sur chacun de ces réseaux. Il y a plusieurs objectifs et comme je l'ai dit au tout début, chaque réseau, normalement, vous permet d'atteindre un objectif. Par exemple, sur LinkedIn, vous ne pouvez pas créer un compte pour accroître votre visibilité, votre notoriété, également contrôler votre e-réputation, également démontrer votre expertise. Faut vraiment viser un objectif et se concentrer dessus. Mais les réseaux, ça peut vous permettre énormément de choses. Vous pouvez faire votre veille, vous pouvez
surveiller vos concurrents dessus, démontrer votre expertise, construire une communauté via des groupes, via des conversations sur tous les réseaux. Vous pouvez générer du trafic vers votre site web en faisant des liens, par exemple, vers votre site Google. Tout ça, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour atteindre chacun de ces objectifs. Mais pour ce faire, il y a quelques bonnes pratiques à respecter. Et là, je vous ai partagé toutes les étapes pour réussir une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu long, mais on va détailler chacune de ces étapes. La première chose à faire, c'est un audit social media. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, vous devez vous poser plein de questions avant de partir tête baissée. L'exemple, j'ai listé plein de questions que vous pouvez vous poser, mais par exemple, sur quelle plateforme mon entreprise ou ma marque est-elle présente? Quelles actions sont déjà mises en place? Quelle est la taille de ma communauté existante? Quel est le profil de mes abonnés? Quelles sont les informations qui les intéressent? Quel est mon niveau de visibilité sur ces réseaux? Et quel est le niveau de tarif entrant sur le site web si j'en ai un? Vous devez vous poser un maximum de questions. Comme ça, vous établissez un peu un bilan de ce que vous faites, ce que vous avez mis en place, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ça vous permet après de définir des objectifs SMART. SMART, ça signifie des objectifs qui sont spécifiques, mesurables. A, ça signifie... je ne l'ai plus en tête, atteignable, réaliste et temporellement défini. En fait, comme Romain le disait au début, ça ne sert à rien d'être présent sur, par exemple, LinkedIn, juste pour dire « Ah, j'ai un profil LinkedIn, donc c'est bon, le travail est fait ». Il faut vraiment que chacune de vos communications soit réfléchie. Et avant de communiquer quelque chose, je dirais que la grosse question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça intéresse mon audience? Est-ce qu'ils vont trouver ça pertinent? Quelle est la plus-value de ma communication? Et si vous pensez à ces questions, tout de suite, vous allez trier toutes les communications et identifier, par exemple, quand est-ce que vous devez communiquer, les messages clés que vous devez mettre en avant. La troisième étape, c'est aussi identifier ses cibles sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit quand on a vu tous les réseaux sociaux, en fonction de chaque réseau, la cible n'est pas la même. Donc, si vous, par exemple, vous êtes des PCO, votre cible, c'est des personnes, vous êtes en B2C, vous cherchez des particuliers, vous savez que, par exemple, Pinterest, c'est pas le réseau pertinent. Vous savez que Twitter, ça risque d'être trop compliqué. Mais par exemple, Facebook, où il y a des groupes où vous pouvez être assez proche de votre communauté, là, Facebook, c'est peut-être pertinent. Pareil, Instagram, vous pouvez partager des photos qui montrent ce que vous faites sur le terrain. Ça peut être également pertinent. TikTok, vous pouvez également faire des réels qui montrent comment vraiment vous faites en intervention sur un chantier. Là, ça peut intéresser parce que ça permet de démontrer votre expertise, vos connaissances et c'est un peu un gage de qualité, ça rassure vos potentiels clients. Donc, à chaque fois, il faut penser à qui est présent sur ce réseau et est-ce que mon contenu peut les intéresser. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, il faut créer les comptes de votre marque. Pour créer les comptes de votre marque, il faut que tout soit également bien réfléchi. Également, avoir un logo de bonne qualité, une bannière de bonne qualité. Il faut penser, par exemple, à rédiger correctement votre présentation. Que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, parce que ce que vous dites, les personnes, ça va être ce qui va les marquer dès le début. Si on voit que c'est un peu brouillon, on ne comprend pas tout de suite votre secteur d'activité, la personne, elle ne va pas perdre son temps sur votre profil et elle va aller voir la concurrence. Donc, il faut vraiment réfléchir en amont à quel message vous souhaitez mettre en avant, quels sont vos services, pourquoi vous et pas un autre. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce secteur? Est-ce que vous pouvez mettre en avant des témoignages clients? Vraiment réfléchir tout ça en amont pour que lorsque vous créez vos comptes, tout soit lisible, attrayant, dynamique et rassure tous vos potentiels clients.
La 5e étape, c'est construire un planning éditorial. Là, on rentre vraiment dans le dur, mais LinkedIn, Facebook, tous les réseaux, globalement, ce qu'ils aiment bien et ce que l'algorithme surtout aime bien, c'est lorsque vous êtes qualitatif et régulier. Ça, c'est très important, c'est globalement ce qu'il faut retenir un peu de cette présentation concernant les réseaux sociaux. Si vous faites un post tous les mois, quand vous y pensez, en sortant de chantier, vous vous dites « Ah tiens, ça peut intéresser ma communauté », LinkedIn ou Facebook, ils vont pas vous mettre en avant parce que c'est pas régulier. Donc, faut construire un planning éditorial, c'est-à-dire vous prenez vos jours de semaine et vous vous dites moi, j'essaye de communiquer, 2 fois par semaine. Sachant que, par exemple, sur LinkedIn, pour être visible, il faut publier au minimum 2 fois par semaine. Ensuite, il y a des horaires également de préférence. On voit que, par exemple, sur LinkedIn, le vendredi, entre 11h et 15h, c'est les horaires qui fonctionnent le mieux pour communiquer. Sinon, tous les autres jours de la semaine, ça va être entre 14h et 16h. Donc, idéalement, il faut avoir toutes ces informations en tête pour que lorsque vous communiquez, ce soit le plus visible et ça attire en tout cas le plus de personnes. Par exemple, si vous avez un compte Instagram, pareil, il ne faut pas, lorsque vous vous en souvenez, faire une story, mais vous dire toutes les semaines, j'essaye de poster une story. Et il faut idéalement que le contenu, ça c'est la 6e étape, créer du contenu de qualité, que le contenu soit varié et de qualité. Si par exemple vous mettez uniquement des photos de vous sur le terrain, au bout d'un moment, votre communauté, elle peut un peu en avoir marre ou elle souhaite avoir du contenu, d'autres contenus. Donc, idéalement, par exemple, vous pouvez vous dire, le lundi, je publie un retour sur un chantier et le vendredi, plus quelque chose par rapport, je sais pas, un nouveau produit, mon avis sur un matériel, mon avis sur je sais pas, une nouvelle protection, une nouvelle technique, quelque chose d'autre qui, en tout cas du contenu qui peut intéresser et créer un peu du débat, bien sûr sans non plus trop prendre parti ou dire des choses qui sont trop fortes ou qui peuvent heurter en tout cas la sensibilité de certaines personnes. Mais idéalement, c'est proposer du contenu qui soit varié, différent et qui attire et dynamique. La 7e étape pour réussir sa stratégie, c'est analyser les résultats. Lorsque vous définissez vos objectifs SMART, la 2e étape, on a dit qu'il faut que les objectifs ils soient mesurables. Et l'objectif, c'est que après chaque communication, vous puissiez un peu faire un bilan pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez, les résultats, ça va être par exemple le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de republications. Est-ce que vous avez réussi à générer, à attirer un nouveau client grâce à ce type de post? Toutes ces analyses vont vous permettre de peaufiner toutes vos communications et de vous adapter. Évidemment qu'au début, parfois, vous allez faire des communications, il ne va pas y avoir de likes, ça ne va pas fonctionner, mais il faut plus voir sur le long terme et se dire, ça n'a pas fonctionné, ok, je le note, je vais retenir cette leçon pour la prochaine fois et je vais essayer soit de changer l'horaire, soit de changer le jour, soit de changer la façon d'amener le sujet, soit faire une vidéo pour accompagner le message. L'objectif, c'est toujours de s'améliorer, mais c'est qu'en analysant vos résultats que vous pourrez peaufiner et atteindre cette perfection. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas en tout cas à me les poser dans le chat. Dans cette slide, je vous ai mis des exemples de contenu de qualité. Comme j'ai dit, partager du contenu qualitatif et aide régulier et tout ce que les red flags, tout ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, partager du contenu sans valeur. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis nouvelle dans ce secteur d'activité. Vous êtes plus expert que moi. Vous avez plus de connaissances concernant les blattes, les cafards, les moustiques. Vous n'avez aucun intérêt à lire un post où je vais présenter, par exemple, le cafard. Vous le connaissez, vous travaillez toute la journée dessus.
vous avez aucun intérêt à lire ce genre de post. Donc, si moi, je publie ce genre de post, vous, ça va un peu pas salir, mais vous allez vous dire, bon, quel est l'intérêt? Il suffit que je publie, par exemple, 3 posts comme ça, inutiles pour vous. Vous pouvez vous désabonner à ma page. Donc, il faut vraiment, à chaque fois, comme je disais au début, vous poser la question, est-ce que ce que j'écris intéresse ma cible? Et donc, il ne faut pas partager du contenu sans valeur. Il ne faut pas heurter le public. Par exemple, là, je vous ai mis des photos un peu qui peuvent heurter le public. On ne va pas, vous faites un chantier où il y a, je ne sais pas, des centaines de rats qui sont morts. On ne prend pas de photos et on ne va pas publier cette photo sur les réseaux sociaux parce que ça va pas, ça peut vite créer un bad buzz et finalement, vous vouliez montrer votre expertise et ça se retourne contre vous. Il faut respecter le bien-être animal. Ça, par exemple, moi, dès que je suis arrivée dans l'entreprise, Romain, il m'avait bien sensibilisée sur le fait que parfois, il y a des personnes qui peuvent mal prendre le fait qu'on parle de extermination, le fait qu'on va tuer des petites bêtes, même s'il s'agit de punaises de lit, d'insectes. Certaines personnes peuvent vous tomber dessus en disant « Ah, le bien-être animal, ça se fait pas, c'est pas bien ». Donc, on essaye toujours d'être modéré dans ses propos et ne pas utiliser des mots trop forts. Il faut adapter son vocabulaire, quoi. Ouais. C'est super important. C'est ça, par exemple. Surtout dans la com, quoi. Surtout sur les réseaux, et parce que les gens sont à distance, donc en fait, ils réagissent avec leurs émotions. Donc en fait, il y avait vraiment des termes à pas utiliser et surtout des photos à bannir, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des photos à bannir et il y a des mots. Par exemple, je m'étais noté extermination de punaises de lit. Ça, on évite. Anéantissement de blattes, pareil. Il y avait quoi d'autre? Destruction. On a rasé la terre entière. C'est trop fort. Il faut utiliser des mots un peu plus simples. On a assaini une zone. On a nettoyé cette zone. On a contrôlé, on a régulé. Voilà. Des mots plus positifs. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est plagier des photos et ne pas respecter les droits d'auteur parce que ça peut vraiment se retourner contre vous. Et pour le coup, par exemple, si quelqu'un voit que vous avez utilisé ces photos, il peut très bien mettre un mauvais avis Google et comme Romain le disait au début, cet avis, il va rester sur votre page. Donc, pareil, il faut essayer d'être le plus professionnel possible. Il ne faut pas non plus ne pas être dans la pédagogie et toujours essayer de prendre le temps d'expliquer, de vulgariser un peu votre secteur, surtout que vous êtes dans un secteur de niche peu connu. Donc l'objectif, c'est aussi via les réseaux de se faire connaître et pour se faire connaître, il faut prendre le temps d'expliquer ce que vous faites avec des mots simples. Voilà, prendre le temps d'expliquer votre quotidien, une journée type sur le terrain, comment ça se passe, comment vous vous préparez. Et ce qu'il ne faut pas faire, le dernier point, c'est dénigrer les personnes et les sociétés. Ça, bien sûr, ça coule de source, mais partons du principe que tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux peut faire un bad buzz et peut rester à vie sur les réseaux. Quelqu'un peut faire une capture d'écran de ce que vous dites. Donc, si vous dénigrez une personne ou une société, ça peut vraiment se retourner contre vous. Ah, Virginie a une question. Comment ne pas utiliser les mots destruction et extermination quand ces mots-clés sont les plus recherchés sur Google? Il faut chercher des synonymes. Ça, par exemple, il y a plein d'outils qui vous permettent de trouver des synonymes pour ne pas les utiliser. Je pense, par exemple, il y a tous les outils d'IA type ChatGPT, Gemini, mais il y a aussi tous les... je crois que c'est Google, Cyril, si je me trompe, c'est Google Console ou Google... Pour trouver des synonymes. Ouais. Sur Google AdWords, tu as la possibilité en fait de faire des recherches de mots-clés. Ouais. Sur le Keyword Planner, exactement. Et ça vous permet de ne pas utiliser ces mots. Par exemple, vous pouvez, comme je disais, utiliser plus des mots hygiène publique, assainissement, nettoyage, des mots un peu plus... en tout cas, là, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Là, sur Google, c'est un autre
c'est un autre domaine, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous mettez extermination, LinkedIn, il peut considérer que vous publiez du contenu trop négatif et il peut vous blacklister. Donc, votre post, il va pas être visible. C'est vraiment partez du principe que derrière LinkedIn, derrière Facebook, derrière Instagram, il y a un ordinateur qui vérifie tout ce que vous dites et donc il faut être le plus, je dirais le plus soft et le plus simple possible. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, côté site internet et référencement, s'il y a des mots sur lesquels on souhaite référencer et qui ne soient pas affichés sur le site, il y a par exemple moyen de les cacher un peu dans des balises type balises images, des balises alt. Voilà, c'est une petite astuce. Alors du coup, ça me permet d'enchaîner. Alors du coup, oui, les bonnes pratiques sur le web, alors côté site internet, alors vraiment plutôt côté technique, moins poussé que l'année avant avec les réseaux. Alors un site internet, oui, alors c'est pas tout d'avoir un site, il faut vraiment que un site soit actuel, il donne envie, donc il soit moderne, il y a un design, un dynamisme, voilà, quelque chose de neuf. C'est vrai qu'un site des années 2000, même 2000, ouais, en comparaison d'un site de 2023, voilà, ça a déjà plus rien à voir. Donc vraiment, pour que ça donne envie aux clients de vous contacter. Un site, il faut qu'il soit fonctionnel, techniquement fiable, sécurisé. On voit que l'expérience utilisateur est de plus en plus importante. C'est vrai qu'on est habitué à naviguer sur des sites qui tiennent la route, voilà, qu'il n'y ait pas de bugs, ce genre de choses. Sinon, on va douter en fait un peu du professionnalisme de la société en question, même si c'est pas son domaine, sa spécialité principale. Même si vous êtes PCO et que vous avez un site bancal, c'est vrai qu'on va douter. On va se dire, voilà, il y a un site moyen, qu'est-ce que ça va donner vraiment si je le fais intervenir quoi, chez moi pour d'autres choses. Un site, voilà, il doit être ergonomique avec une bonne expérience utilisateur qui répond aux exigences légales. C'est vrai que là, j'en parlais brièvement, mais là, on a notamment en Europe tout ce qui est question de RGPD. C'est vrai qu'on peut plus faire actuellement ce qu'on faisait avant. Voilà, maintenant, on peut tout ce qui est cookies, on doit mettre des bannières. Si on veut recueillir des informations un peu sensibles ou quoi, il faut mettre des mentions à des endroits vraiment particuliers. Il faut créer des pages de mention légales, de conditions générales de vente, enfin vraiment quelque chose de plus en plus poussé. Voilà, que si on n'a pas les connaissances en interne, voilà, ça peut être parfois un peu difficile d'aller sur ce terrain. Et qui répond bien sûr aux attentes des moteurs de recherche et notamment de Google en tête de liste. Donc voilà, avoir un site qui soit plutôt SEO friendly. Alors voilà, quelques exemples de bonnes pratiques en termes d'ergonomie. Alors, on veut un site qui soit responsive. Alors Romain en a parlé en intro. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un site qui soit donc adaptable au mobile. Alors pourquoi? Alors plusieurs raisons. Parce que en fait, depuis 1 an ou 2, la majorité en fait des internautes actuels n'utilisent plus un PC ni une tablette, mais utilisent bien le smartphone. Donc il faut que voilà, c'est quasiment une obligation à l'heure actuelle. Il faut que votre site internet soit adaptable au mobile. La deuxième explication, c'est que suite à ce changement de trafic, Google en fait valorise davantage la version mobile à la version PC en fait de votre site internet. En fait, il a même changé son robot d'exploration. Maintenant, c'est le robot mobile qui va visiter votre site en premier. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, il faut que votre site soit également rapide, parce que comme chacun le sait, en fait, si on passe plus de 2 secondes à charger une page, voilà, l'internaute actuel de 2024, il est fainéant. S'il passe plus de 2 secondes, il va switcher. Il va se dire, voilà, le site il est buggé, j'ai pas envie d'attendre, j'ai une information rapide. Voilà, on est dans l'instantanéité à l'heure actuelle, et donc il faut vraiment que ça soit un critère vraiment prédominant et une bonne pratique à mettre en application sur votre site. Google l'a bien compris aussi parce qu'en fait, tout ce qui va être rapidité entre dans son critère, enfin dans ses algorithmes de classement. Voilà. Donc, point très important.
faut qu'un site soit sécurisé, bien sûr. Alors pour des raisons évidentes, hein, pareil là aussi, si un internaute va sur votre site, pardon, qu'il est tout buggé ou qu'il y a des pages asiatiques ou ce genre de choses qu'on a déjà vues, voilà, il va se dire manque de sérieux, de professionnalisme, etc., etc. Donc voilà, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre pour avoir un site sécurisé. Donc ça passe par des plugins de sécurité, ça passe par, vous avez dû le voir, hein, maintenant quand vous visitez un site, le HTTPS, voilà, qui permet de crypter un peu la navigation. Voilà, donc critère très important, et il faut savoir aussi que ça rentre là aussi dans l'algorithme de Google qui valorise en fait les sites en HTTPS, par exemple. La RGPD, donc de plus en plus importante, essentielle. Alors je pense pas encore très contrôlée à l'heure actuelle, mais je pense qu'il va le devenir de plus en plus, hein. On voit que des géants Internet comme Google reçoivent même des amendes assez lourdes pour ne pas avoir respecté la RGPD. Donc là, c'est les mastodontes parce qu'ils ont envie de récupérer pas mal de sous, mais après, pourquoi pas par la suite, voilà, attaquer les plus petits. Donc vraiment, point très important et une vigilance à avoir là-dessus. Et un site SEO friendly, voilà, il faut que le site de base, lors de sa construction, soit vraiment pensé dans une optique SEO, donc qu'il soit vraiment bien construit dans sa navigation. Enfin, il y a une multitude de critères à prendre en compte, vraiment dès la création du site, pour faire plaisir une fois encore à Google, parce qu'il y a un peu droit de vie ou de mort sur votre site. Voilà. Si vous êtes déréférencé du jour au lendemain sur Google, ça peut être, pour les gros sites internet, des milliers d'euros de pertes. Donc vraiment, point très très important. Alors, comme on l'a dit en intro, comme l'a dit Romain, en fait, très justement, vous, votre cœur de métier, donc, c'est d'être PCO, c'est d'intervenir chez les clients. Vous avez peut-être pas forcément le temps ni l'envie, je ne sais pas, en fait, de vous lancer dans le monde merveilleux du web et des réseaux sociaux. Cyril, Donc, alors, oui. peut-être juste avant, j'ai vu qu'il y avait une question de Virginie sur. Ah oui, après, j'ai pas vu les questions, je pensais les Ouais. réserver à la fin, mais dis-moi. Ah, c'était sur la fiche établissement Google. Alors, elle nous demande, les catégories existent, extermination de, même si on ne veut pas apparaître dans ces mots, comment être référencé sur la fiche Google sans ces mots? Apparaîtrons-nous quand même quand les personnes recherchent sur Google? Alors, la catégorie principale, enfin, sur une fiche Google est très importante, et c'est vrai qu'il me semble que j'avais déjà vu que c'était exterminateur de plus nuisible. Alors, si on veut pas qu'elle apparaisse comme service principal, mais on peut la mettre en catégorie secondaire. Je sais qu'on peut mettre plusieurs catégories secondaires, mais après, dans ce cas-là, quelle est la catégorie principale? Après, exterminateur, si c'est vraiment le cœur de métier, pour moi, sur une fiche Google Business Profile, elle doit apparaître comme catégorie principale. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Léna? Alors, Olivier qui dit c'est effectivement la catégorie principale. Et pour rebondir sur ce que Vincent Abot disait, ne pensez-vous pas que ces mots sont importants dans les référencements car utilisés par beaucoup, mais à bannir pour toute communication verbale ou par poste? Oui, en fait, Vincent, c'est exactement ça, vous avez très bien résumé. Par exemple, Cyril, lui, dans sa fiche Google, catégorie principale, c'est extermination de. Mais pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, idéalement, il ne faut pas utiliser de mots trop forts ni d'images trop choquantes. Donc, pour tout ce qui concerne les posts, on va par exemple mettre retour sur un chantier, retour en image, intervention pour nettoyage, des mots un peu plus simples, sachant que via les réseaux sociaux, par exemple, si vous faites un post LinkedIn, ça va pas vous... à part si vous partagez votre compte, votre site internet, mais sinon, ça va pas directement vous permettre de gagner en référencement via votre post LinkedIn. Donc, c'est pas, vous n'allez pas perdre en référencement si vous n'utilisez pas ces mots sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, je pense qu'en fait, il faut faire le distinguo entre l'activité professionnelle qu'on souhaite mettre en avant et référencer, et la communication, voilà, qui est différente, où il faut prendre des pincettes et il faut soigner son image sur les réseaux, quoi. Est-ce que tu es d'accord, Léna? Ouais. 100%. Ah, parfait.
Alors du coup, pour en revenir donc au sujet principal de ce webinaire, en fait, c'est que ce qu'on veut vous offrir actuellement, c'est de recourir à nos compétences qu'on a en interne donc chez Easy pour vous proposer donc de faire de la création de sites ou de gérer vos réseaux sociaux ou ce genre de choses. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, donc, c'est de vous accompagner dans le développement de votre visibilité. Voilà. Que ça soit donc par la création de contenu sur les réseaux, par la création de contenus digitaux, la création ou la refonte d'un site web, optimiser SEO, et aussi la création diverses et variées de supports de communication qui peut être, je sais pas, cartes, flyers, ce genre de choses. Alors, notre offre concernant les réseaux sociaux, nous rédigeons du contenu pour vos réseaux et vous postez. On vous envoie tout clé en main, les posts que vous pouvez publier sur vos profils. L'objectif, c'est augmenter le trafic sur vos réseaux et sur votre site web et faire connaître votre marque et vos services. Notre approche, comment on s'organise? On fait un rendez-vous préparatoire afin d'établir un cahier des charges et définir vos besoins. De mon côté, j'établis un planning opérationnel. Quand est-ce que pour vous, il est pertinent de publier un post, combien de fois par semaine, etc. Rédaction de contenu et un interlocuteur unique. Donc là, ce serait moi. Et l'objectif, c'est vraiment que vous avez qu'à publier en fait ce qu'on vous envoie sur les réseaux sociaux. Notre offre concernant les contenus digitaux, cette fois-ci, on crée du contenu éditorial et vidéo pour vos réseaux à partir des formats Easy Group. Nous diffusons sur nos réseaux et vous partagez. Donc, l'un des gros plus de cette offre, c'est que vous pouvez profiter de notre réseau et vous partagez pareil un format tout clé en main. Votre objectif, ce sera augmenter le trafic sur votre réseau et votre site web et faire connaître votre marque. Les formats actuellement disponibles, mais là, on est très ouvert. Si par exemple, vous avez envie d'un autre format, on est ouvert à la discussion. Actuellement, ce qui se faisait et ce qui se fait, c'est on rédige des articles qu'on publie en ligne. On peut faire des podcasts 3D vous. Là d'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Vous verrez à quoi ça ressemble. Et faire des interviews en visite chez. Ce sont des reportages en immersion chez un professionnel. On fait aussi des vidéos Le Monde de la 3D avec des reportages dédiés au secteur de la 3D. Comment on s'organise? Pareil, on fait un rendez-vous préparatoire pour bien identifier vos besoins et vos attentes. On établit un planning opérationnel. Je m'occupe de la création du contenu. Bien sûr, je vous fais valider au fur et à mesure si ça correspond à vos attentes. L'objectif et le gros avantage aussi, c'est que on a une relation de proximité et vous n'avez plus qu'à diffuser sur vos réseaux après. Et la dernière offre, alors oui, c'est la création de sites web, création ou refonte. Parce qu'il faut savoir que de refaire son site internet de temps en temps, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que soit ils ont mal vieilli, soit ils n'ont pas toutes les dernières technologies, soit il y a des soucis divers et variés, voilà. Donc soit faire une refonte, soit une création de site from scratch. Alors l'objectif, c'est professionnaliser donc votre image, la communication dans son ensemble, faire connaître votre activité en lui donnant une meilleure visibilité donc sur Google. Alors notre approche, elle est un peu similaire à ce qu'a dit Nena tout à l'heure, donc c'est de faire un premier rendez-vous préparatoire pour établir vraiment un cahier des charges sur les attentes de votre côté sur ce qui est réalisable de faire, établir un planning opérationnel, donc avec ce qui va se passer de tel mois à tel mois, ce genre de choses. Ce qu'on met aussi en avant, donc, c'est la possibilité donc de créer une interview, donc pour parler un peu de l'histoire de votre société, de votre zone d'intervention géographique, zone de chalandise, vos spécificités, vos spécialités, ce genre de choses, sachant que nous, en interne, l'avantage qu'on a par rapport à une agence web communication classique, c'est qu'on connaît votre métier. Donc, on va pouvoir rédiger de façon à mettre en avant votre métier
votre spécialité et puis le faire mieux ressortir pour Google. Voilà. Je mettrai aussi en place donc des outils de suivi type Search Console, Google Analytics, ce genre de choses pour que vous ayez derrière pas seulement un site internet, mais que vous voyez vraiment ce qui se passe dessus, quels mots-clés ont tapé vos clients pour arriver chez vous, combien de visites vous avez eu tel ou tel jour, ce genre de choses. Voilà. Vous avez un site internet, certes, mais avec du suivi derrière. Et à la fin donc de ce site internet, de la création de ce site, vous avez une formation qui vous permet ensuite de l'administrer vous-même. Voilà. Donc plus besoin de passer par nous pour faire vos propres modifications. Normalement, vous serez en mesure donc de modifier vous-même, même si on reste toujours présent, bien sûr, si vous avez des soucis. Alors, quelques petits exemples de réalisation de sites. Alors, il y a le site EasyPest qui a été refait récemment, la nouvelle charte. Vous avez dû voir le changement si vous suivez Easy depuis un petit moment, le avant-après. Le site Easy Innovation, en fait, tous les sites du groupe ont été remis à la charte. Donc, vous pouvez aller voir voilà, quelques petits exemples de réalisation qui vous donneront une idée de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Donc on arrive au bout de la présentation, donc si vous avez des questions, eh ben, nous serons ravis d'y répondre. Alors, Marion a une question. Quelle taille de contenu est recommandée? Nombre de lignes, temps de vidéo, etc. Marion, tout va dépendre du réseau sur lequel vous souhaitez communiquer. Par exemple, sur Facebook, ça va être moins de 50 caractères conseillés. Sur Facebook, il faut que ce soit des posts très courts. Il faut que ça aille droit au but. Sur LinkedIn, c'est entre 100 et 150 caractères pour l'écriture d'un post. C'est un peu similaire à à Instagram. Instagram, ça va être entre 140 et 150 caractères. Donc voilà, faut vous dire 150 caractères grand maximum. Alors, Olivier, quel budget? Et pardon, j'ai pas répondu concernant la vidéo. Pareil, là, ça va dépendre quel type de vidéo vous souhaitez faire. Si c'est des petites vidéos très courtes, faut qu'on parle en secondes. Si vous souhaitez démontrer votre expertise, là, ça va forcément être un peu plus long, mais faut toujours avoir en tête que les personnes, elles vont pas rester maintenant, et je crois que Cyril tout à l'heure en parlait, les gens ils vont assez vite. On a tendance à vite changer de poste très rapidement. Donc idéalement, faut pas que ce soit trop long. Faire une vidéo de 10 minutes qu'on partage sur LinkedIn, elle va pas être très regardée. Une petite vidéo de 40 secondes, on peut rester facilement jusqu'à la fin. Ah, je pense que Cyril, tu as une question. Alex, pour la création d'un site, quel est le coût? Il y avait aussi une question avant pour toi. Ah oui, Olivier. Quel budget ouais, pour l'actualité, faire vivre son actualité sur les réseaux sociaux? Quel budget? Je dirais le budget pour si c'est vous qui faites vivre votre actualité, vous vous renseignez ou si vous souhaitez bénéficier de notre offre. Ah, Olivier te contactera, Romain. Ouais, pas de souci. L'idée, on est quand même dans des budgets assez abordables. Oui. L'idée, c'est effectivement d'apporter une solution intermédiaire entre vous faites tout seul et vous n'avez pas forcément le temps parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes à l'administratif, vous faites vos devis, machin. Et puis vous confiez votre com à une agence de com classique qui va faire de l'Intersport, de l'IKEA et compagnie, et donc ils ne sont pas du tout dans nos métiers. Donc en fait, la com, elle n'est jamais ajustée et elle n'est jamais précise. Et c'est des gens qui ne connaissent pas les codes de notre métier. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous rendre abordable une offre avec une com soignée sur le plan qualitatif, quoi. Ça, c'est vraiment important. Avec effectivement
tous les repères que Léna et que Cyril vous ont apporté ce soir, quoi. C'est important. Alors, on a une autre question de Nada. Pensez-vous qu'il est judicieux de communiquer sur Instagram et ou Facebook lorsque nous ciblons uniquement les B2B, ou est-ce qu'il est préférable de se baser uniquement sur LinkedIn? Si votre cible, c'est uniquement les B2B, comme je dis, LinkedIn, 89% des personnes B2B sont présentes sur ce réseau. Donc, si par exemple, vous n'avez pas énormément de temps ou vous n'avez pas énormément de temps, c'est mieux de se focaliser sur un seul réseau. Mais comme Romain le disait au début, faire du contenu qualitatif et être régulier plutôt que vous dire ah, je vais faire un compte Instagram, Facebook, LinkedIn et au final ne pas être présent ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur LinkedIn. Donc, mon conseil, c'est autant être présent sur un seul réseau, mais faire ça bien. On a d'autres questions ou pas? Pas d'autres questions. Bon, bah super, c'est cool. En tout cas, le replay, donc on a enregistré le webinaire, donc le replay sera présent sur YouTube. Voilà, et puis écoutez, moi j'ai mis l'adresse si vous voulez contacter Cyril ou Léna, c'est communication@easygroup.fr. Et donc n'hésitez pas, ils sont hyper dispo pour pouvoir vous répondre aussi. Je dis pas qu'ils n'ont rien à faire, mais ils sont réactifs, donc ils vous répondront rapidement, pas de souci. Dernière question, et Google Ads, c'est un bon investissement? Alors, si c'est bien paramétré, oui, ça peut être un bon investissement. Ouais. Tout dépend si la personne a bien fait la campagne ou non. Ça, c'est pareil, n'hésitez pas à vous tourner vers Cyril parce qu'il maîtrise bien ça et donc il peut vous accompagner dans cette démarche-là pour pas jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de gens qui ont fait du Google Ads. Ça coûte cher, le clic peut coûter cher et donc l'idée, c'est d'optimiser aussi vos dépenses avec une enveloppe que vous pouvez dédier à ça et avoir un impact qui soit optimisé. Bon, super. On a épuisé les questions, là? Je pense, hein. Oui, je crois. Bon, bah super. Bah, il nous reste à vous remercier. Si vous voulez retrouver le replay, donc c'est sur YouTube Easy Group. N'hésitez pas. Et puis après, il y a l'adresse communication @easygroup.fr ou bien sur EasyPass. Après, vous servez de toutes les adresses. Tous les chemins mènent à Rome, paraît-il. Donc, on vous retrouvera. Il n'y a pas de souci. Et puis, en attendant, bah, on vous souhaite une belle soirée. Et puis, à bientôt pour les autres webinaires parce qu'on en a quand même une bonne série d'ici la fin de l'année. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et on vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao, bonne soirée.